Bon, super. Donc, OK, le chat fonctionne bien, tout le monde m'entend bien. On va débuter parce qu'on est quand même, on a 1 heure pour passer au travers beaucoup de matières, mais aussi pour vous parler de plein de choses super intéressantes qui, je pense, vont vous rendre très heureux et heureuses. Donc, débutons aujourd'hui avec la formation sur le rappel, mais aussi surtout les erreurs qui sont trop fréquentes, qui pourraient vraiment clairement apporter votre rappel potentiellement à un niveau supérieur. Donc, aujourd'hui, l'agenda du jour pour la formation, eh bien, on va voir le rôle du cerveau et de sa biologie parce que même si on met beaucoup d'emphase sur le rappel, si on ne comprend pas comment fonctionne l'apprentissage, le cerveau du chien qui est devant nous, eh bien, ça va devenir assez difficile de pouvoir lui offrir des exercices qui sont adaptés euh, à ses besoins, à ce qu'il aime ou à ce qu'il n'aime pas. Donc, les 7 erreurs qui sabotent 90% des rappels. Puis, on va voir aussi un exercice à mettre en place dès maintenant. Je vais le faire avec vous. Donc, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure à ma collègue. C'est possible que vous entendiez un petit sifflement derrière moi. C'est mon chien qui a très hâte de vous démontrer l'exercice. Donc, si vous souhaitez, pendant que je vous donne la théorie, n'hésitez pas à aller chercher directement une longe, une laisse, un harnais et des récompenses payantes pour votre chien parce que vous allez pouvoir la faire en même temps que moi aussi. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëlie Richard, je suis technicienne en santé animale. J'ai gradué en 2024, donc j'ai fait ce métier pendant près de 10 ans. J'ai travaillé en centre de référence à l'urgence, puis ensuite en clinique plus familiale, où on prenait soin des animaux, vaccins, stérilisation, chirurgie avec de l'urgence aussi. Je suis éducatrice canine depuis 2018. J'ai gradué à The Academy for Dog Trainer en 2018, puis ensuite j'ai fait des formations, entre autres, avec Michael Chicaccio en termes d'agression. Puis j'ai décidé ensuite de me diriger plus vers la chasse avec les chiens. Je suis très impliquée aussi auprès de l'organisme Chien Nordique, qui est un organisme à but non lucratif qui se déplace dans les communautés autochtones dans le but de stériliser les chiens et venir en aide aussi aux communautés parce qu'il y a beaucoup de problèmes de surpopulation canine, malheureusement. J'ai aussi formé plusieurs professionnels du domaine de la santé animale dans les différents refuges de ma région. Et comme je vous ai mentionné, j'ai un intérêt marqué pour les chiens de chasse. Donc, vous pouvez voir ici sur ma photo ma petite tréma, qui est celle que vous entendez derrière moi. Donc, qui est un chien de chasse. Puis, c'est ce qui a vraiment développé pour moi ma passion encore plus envers les races et les besoins de chacune de ces races-là. Donc, avant de commencer, je vais vous parler d'économie, OK? C'est important que je vous en parle avant de débuter, simplement parce que si, en cours de route, vous dites, je vais aller me procurer tel cours, eh bien, je trouve ça important que vous soyez outillés sur comment faire pour économiser. Donc, premièrement, il y a une possibilité d'économiser gros en étant présent aujourd'hui parce que on va faire tirer une trousse promenade zen et rappel extrême parmi tous les participants participantes d'aujourd'hui. Donc la personne doit être présente à la toute fin quand je vais faire le tirage. Donc on va vous l'offrir gratuitement. C'est une formation d'une valeur de plus de 1000 $, donc plus de 600 € qui inclut aussi des sessions de coaching avec nos intervenantes en comportement. Donc, ça vaut vraiment la peine si vous avez essayé plusieurs choses, puis que vous en êtes toujours au même stade ou que vous avez la difficulté à pousser peut-être vos entraînements plus loin. Donc, c'est vraiment tout ce qui a trait la marche en laisse et le rappel. Donc, si entre-temps, vous achetez une formation ou vous l'avez achetée, parce que présentement, il y a beaucoup d'économies là, sur notre site Internet, ben, simplement nous écrire, puis on va vous la rembourser dans le cas où vous êtes la personne gagnante. Ensuite, pour permettre à vos connaissances, vos réseaux sociaux d'obtenir autant de formations que vous gratuites, donc les 10 conférences du temps des fêtes, on vous invite à partager. Donc, vous pouvez partager sur Instagram ou sur Facebook en scannant les codes QR qui sont juste ici. Euh, Puis, dans le fond, quand vous allez partager ceci jusqu'au 31 décembre, vous doublez vos chances, en fait, de remporter un certificat cadeau d'une valeur de 1000 $, donc plus de 600 € encore une fois, sur notre plateforme de cours en ligne. Donc, simplement à partager ici, nous identifier, c'est super important pour qu'on puisse voir tout ça aussi. Donc, encore une fois, si vous achetez des conférences entre-temps,
et que vous ne pouvez pas économiser parce que vous n'avez pas vu vous avez, pardon, vous avez gagné et que vous cherchez comment vous la procurer, vous pouvez nous écrire et si vous l'avez déjà acheté, on va vous la rembourser si ça a été fait entre-temps. Oups, ça a fait la même chose l'année dernière, donc j'ai cliqué sur le... Génial! Donc, on va pouvoir débuter. Il va y avoir d'autres informations ultra importantes à la toute fin de la conférence en ce qui a trait des économies encore aussi. Donc, c'est super important de rester jusqu'à la fin, surtout si vous voulez avoir la chance de remporter votre accès gratuit à notre trousse. Donc, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat à la toute fin, OK? Simplement parce que ça devient assez difficile pour moi. On est déjà plus de presque 250 participants, ce qui fait que c'est très difficile pour moi si tout le monde pose leurs questions en même temps de pouvoir retrouver une question qui pourrait potentiellement être très, très, très intéressante. Donc, simplement, s'il vous plaît, attendre à la toute fin. Ça va être indiqué. On pourra poser des questions. Je vais en prendre quelques-unes et y répondre. De toute façon, si vous avez d'autres questions par la suite, vous pouvez nous écrire par courriel sans problème et une de mes collègues va être là pour pouvoir vous répondre en détail. Donc, plongeons dans le cerveau de votre chien. Donc, comment est-ce qu'on doit considérer ou prendre en considération justement le cerveau, mais aussi la biologie du chien que vous avez devant vous. Donc, on va commencer par regarder ensemble pardon, je vais juste fermer ceci. OK. Donc, la dopamine. La dopamine, c'est quoi? En fait, c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est pas une hormone, OK? C'est vraiment quelque chose qui, parfois, est malheureusement comparé à une hormone parce que sur certains points, ils peuvent se ressembler un petit peu, mais c'est vraiment un neurotransmetteur, donc une molécule que le cerveau va utiliser pour transmettre le message entre les neurones. OK? Donc, les neurones, là, vous voyez ça un petit peu comme un train. Donc, chacun des wagons est une neurone et la dopamine va servir de liaison entre les deux pour faire en sorte que tout ce beau monde-là communique adéquatement. C'est essentiel, tout le monde en a en différentes variations, mais attention, ce n'est pas ce qu'on pense comme étant l'hormone du plaisir ou l'hormone du bonheur. Souvent, c'est ce qu'on se fait dire à tort. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va nous rendre heureux. OK? C'est vraiment une molécule qui est plus au niveau de la motivation et de l'anticipation. OK? C'est vrai qu'en général, par exemple, si on a un individu qui est très motivé, bien, généralement, c'est très motivé pour obtenir quelque chose, mais il pourrait être aussi très motivé à éviter quelque chose. OK? Donc, c'est super important ici de ne pas tomber dans le piège et de vraiment se fier à son utilisation la plus basique, qui est vraiment la motivation et l'anticipation. La dopamine ne va pas donner au cerveau la sensation de c'est plaisant, c'est agréable, je dois continuer. Elle va plus justement lui dire continue, ce que tu fais là va t'apporter quelque chose. Donc, ça vient vraiment donner au chien l'espèce de sensation et de volonté de vouloir poursuivre ce qu'il fait. Et là, vous me voyez venir, poursuivre ce qu'il fait. Si vous avez un chien, par exemple, avec un très haut niveau de prédation, il pourrait être très motivé à vouloir poursuivre quelque chose dont vous ignorez. OK? Donc, en d'autres termes, elle va vraiment pousser votre chien plus à agir, à maintenir son effort. Ça va aussi lui permettre, par exemple, dans certaines situations, de renforcer sa curiosité. Donc, de le rendre encore plus curieux. Par exemple, il va se mettre à renifler une piste au sol. Puis là, c'est vraiment quelque chose qui vient se faire dans son cerveau. Si on parle d'un chien de chasse, je vais vous donner cet exemple-là parce que pour moi, c'est assez simple. Donc, on a un chien de chasse qui cherche une odeur, mais plus il va s'approcher de cette odeur-là, à proximité, par exemple, du gibier, mais plus au niveau de son cerveau, il va avoir de la libération de dopamine qui lui dit, oui, reste sur la piste de tel oiseau, donc par exemple la gélinote, reste sur cette piste-là, ça va vraiment te donner beaucoup, beaucoup de sensations agréables. Donc, le chien va être de plus en plus curieux de vouloir aller chercher cette espèce d'euphorie-là, là, dans un certain sens. Ça va aussi activer la poursuite, encourager l'exploration, OK? Et rend certains comportements autogratifiants, surtout quand on parle de prédation, qui sont des comportements qui ont permis à nos chiens d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Donc, selon certaines races, certains groupes de races aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre parce que si on regarde ça, agir, maintenir l'effort, renforcer la curiosité, activer la poursuite, encourager l'exploration, c'est
pas mal tous des comportements ou des traits qui vont faire en sorte de nuire à notre appel, OK? Donc, de le comprendre va vraiment nous aider à venir ajuster notre mise en place d'exercice. Donc, les chiens de travail, c'est important de comprendre qu'ils vont avoir aussi des systèmes dopaminergiques super sensibles, sélectionnés génétiquement. On peut faire ici allusion au fameux patron moteur, OK? Donc, si par exemple, vous avez un chien de type husky qui pourchasse les petits animaux, eh bien, il faut savoir que cette séquence-là, il n'a pas eu besoin de l'apprendre. C'est vraiment inné en lui et malheureusement ou heureusement, au niveau de l'évolution, c'est ce qu'on aime, c'est que le chien n'a pas besoin de l'apprendre parce que c'est génétique. Donc, c'est vraiment installé dans son logiciel. Quand il est venu au monde, ça a tout été installé tout de suite et ça vient comme ça. Est-ce qu'il y a possibilité de l'entraîner? Oui. Est-ce qu'il y a certaines limitations? Oui aussi. Est-ce qu'on va devoir parfois faire certains compromis dans certains environnements? Peut-être. OK? Donc, c'est vraiment des choses qui permettent de ne pas, pour l'individu, de ne pas perdre de temps sur l'apprentissage, si on veut, parce que c'est vraiment naturel. Par contre, ça fait aussi en sorte que vous, de votre côté, parfois, ça se peut que vous trouviez que c'est plus difficile en termes d'apprentissage. Euh, Justement, interrompre un comportement relié à toute la dopamine va vraiment être très difficile. Justement, ça fait partie, entre autres, des erreurs du rappel. OK? Il va y avoir d'autres erreurs qui vont être plus humaines, je vais dire, donc de la part de l'humain. Il ne faut vraiment pas juste penser que c'est la faute du chien s'il ne revient pas. On a aussi là, notre chapeau à mettre de notre côté. Mais il va y avoir cette portion-là qui est vraiment non négligeable. Donc, le rappel doit devenir lui-même une source de dopamine et non un frein. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment venir dès le plus jeune âge, venir entraîner le chien à aimer revenir vers nous, à avoir des choses qui sont payantes, à ne pas nécessairement perdre tous ses acquis. Par exemple, on va l'attacher, dès qu'il revient vers nous, on l'attache, donc il perd sa liberté, il perd la possibilité de pouvoir continuer d'aller chercher cette dopamine-là. Donc, c'est super important de comprendre ça pour ne pas nous nuire. Donc, quand on appelle notre chien, OK, pendant qu'il fait quelque chose de motivant. Et là, ici, le point super important, c'est de comprendre quelque chose de motivant. Pour un individu X, quelque chose de motivant pourrait être tout simplement d'être à l'extérieur. Puis là, vous êtes dans la maison, vous tentez de le faire entrer et lui ne veut pas, parce que ça, c'est quelque chose qui le motive. Peut-être que pour un autre individu, sa motivation va être simplement d'aller renifler les odeurs au sol, d'aller se baigner, d'aller sauter dans un étang, d'aller creuser, OK? Donc, ça peut être n'importe quoi que pour cet individu-là, à ce moment précis-là, est une motivation, OK? Donc, on ne peut pas simplement dire que tous les chiens aiment telle chose ou tous les chiens n'aiment pas telle chose. C'est important de vraiment prendre un pas de recul et de regarder présentement, OK, qu'est-ce que mon chien fait qu'il aime plus que tout. Parce que quand on appelle notre chien pendant qu'il fait quelque chose de motivant, eh bien, la dopamine, elle, va pousser notre chien à continuer un comportement et non à le terminer. La dopamine ne viendra pas lui dire: «Ah, stop, fais plus ça, ton humain te rappelle, retourne vers lui». Au contraire, elle est vraiment là au niveau de l'évolution pour lui permettre de poursuivre ce qu'il fait. Donc, elle va renforcer, encore une fois, la poursuite, la curiosité, la chasse, l'exploration. Et généralement, tout ça se passe loin du propriétaire. OK? Euh, la poursuite, l'exploration vont déclencher autant de dopamine parce que, comme je vous ai mentionné, ça a été évolué et installé dans votre chien pour être auto-renforçant. Le but est simplement qu'il n'y ait pas à perdre du temps d'apprentissage, puis on veut que ça se fasse vite en termes d'évolution. Parce que c'est sûr que si moi, je pouvais choisir, ben, je choisirais un chien qui a un patron moteur de rappel très rapide vers son humain. OK? Mais ce n'est pas des ordinateurs, on ne peut pas les modifier comme on veut, donc on doit les entraîner. Euh, Ça va fonctionner même sans récompense externe. Donc, ça va fonctionner même si votre chien n'est pas en train de marcher, suivre une piste et pouf, tomber sur le gibier ou pouf, tomber sur l'autre chien qui suit la piste. OK? Ça va être auto-renforçant. Donc, même s'il n'a pas nécessairement de gros jackpot à la toute fin, votre chien, dans ce qu'il fait présentement, donc de ne pas vous écouter, il peut être en train d'être récompensé par l'environnement, par les odeurs, par simplement la dopamine qui continue d'être libérée. Ça va aussi créer un circuit qui va être très puissant et difficile à interrompre dans certains cas. Donc, on voit ici ce qu'on appelle un conflit, OK, en termes de dopamine. Donc, le chien ne sait plus quoi faire entre continuer de faire son exploration et retourner vers l'humain parce que c'est déjà arrivé que mon humain, dans le passé,
a fait ce bruit-là pour me rappeler et j'ai été récompensée avec du poulet, par exemple. Donc, ça vient faire un conflit pour le chien. Je dois quitter ce que je fais pour aller là-bas, mais est-ce que ça vaut réellement la peine et est-ce que par la suite, je vais le perdre pour toujours? Ça, malheureusement, c'est vraiment simplement les expositions, l'entraînement qui vont permettre à votre chien d'avoir confiance en vous d'une certaine façon, que ce ne sera pas perdu à tout jamais. OK? Donc, allons-y dans les erreurs qu'on fait maintenant qu'on comprend un petit peu le principe des raisons pour lesquelles votre chien potentiellement vous ignore. Il peut y avoir plein d'autres raisons pour lesquelles votre chien, pardon, vous ignore. Ça peut être simplement un manque d'entraînement, un manque de cohésion. Donc, simplement que, justement, vous ne l'entraînez pas, vous passez peut-être un peu moins de temps avec lui ou elle, vous avez plus de difficultés en termes de communication avec ce chien-là, ou vous avez peut-être tout simplement pas encore trouvé sa motivation réelle pour venir être capable d'entraîner votre chien. Dans tous les cas, on a des solutions pour vous. Si c'est votre cas, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire par courriel. Donc, la première erreur est la difficulté de l'exercice. On fait le rappel. On sait que quand on appelle notre chien, on s'attend à ce qu'il revienne vers nous. C'est un comportement assez classique. Donc, pour nous, on sait dans notre tête qu'est-ce qu'on veut lui apprendre. Mais ça se peut que ce soit trop difficile, même si vous, avec vos yeux d'humain, vous pensez que c'est facile et que vous le mettez dans la facilité. Vous dites, par exemple, je suis à l'extérieur dans mon jardin, je ne comprends pas pourquoi mon chien ne revient pas. Pourtant, on n'est pas dans le bois. C'est vrai, c'est pas faux. Par contre, peut-être que dans cette situation-là, c'est quand même trop difficile pour l'individu que vous avez devant vous. OK? Donc, quand on parle de difficulté, on va regarder en premier lieu la distance à parcourir. Il va y avoir deux distances à parcourir, euh, honnêtement, qui sont à considérer. Premièrement, la distance entre vous et votre chien. OK? Si votre chien est à 500 mètres de vous et que vous l'appelez, mais là, il faut se dire qu'il va avoir 500 mètres à faire de retour vers vous pour avoir accès, par exemple, à son poulet. OK? Mais pendant ces 500 mètres-là, je vous garantis que ce ne sera pas un milieu stérile, sans odeur, sans vision de quelque chose qui bouge ou quoi que ce soit. Quand vous appelez votre chien, ses sens ne sont pas bloqués à tout jamais. Donc, c'est ce qui peut faire en sorte que votre chien, sur le chemin du retour, bifurque, trouve, ah, finalement, c'est vrai, je n'ai pas passé ici tantôt. Puis là, vous brûlez d'une certaine façon votre bruit de rappel. Ensuite, ça pourrait être entre la distraction et votre chien. Vous êtes à l'extérieur, vous promenez votre chien en liberté et pouf, un animal sauvage fait son apparition devant vous, devant votre chien. Et là, votre chien, oui, s'éloigne et est rendu loin de vous, mais il s'approche de sa proie potentielle. OK? Ce qui fait en sorte que pour lui, il est très près d'atteindre son but. Ou, par exemple, il va avoir un autre chien, parce que parfois, on peut voir les problématiques de rappel quand, en présence de d'autres chiens. Donc, votre chien est tellement motivé par les rencontres avec d'autres chiens que pour lui, la réelle récompense va être de jouer avec ce chien-là ou entrer en interaction avec ce chien-là. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir beaucoup de difficultés à le rappeler, OK, dans ces situations-là. Donc, la distance entre nous et notre chien et la distance entre notre chien et la chose, la distraction. Insérez ici tout ce qui fait en sorte que votre chien pourrait ne pas revenir au rappel. Odeur, quelque chose à grignoter au sol, simplement un coup de vent qui a passé, puis oups, ça a senti bon à ce moment-là. Un autre chien, n'importe quoi. Ensuite, on va avoir les distractions et la proximité de la distraction. C'est la même chose, OK? La distraction, c'est quoi? Est-ce qu'on parle un chien qui. Est-ce qu'on parle d'un rappel, pardon, qu'on doit faire dans cette situation-là, alors qu'il est simplement en train de renifler une odeur d'urine d'un autre chien au sol, ou on prend l'extrême qu'il y a un autre chien devant lui qui marche aussi en liberté et qui s'en vient foncer sur lui? Bien, dans cette situation-là, la distraction, elle est énorme, OK? De commencer à tenter un rappel en croyant que on fait bien de l'entraîner dans le jardin, c'est tout à fait vrai. Par contre, si vous avez un voisin qui a un autre chien qui est libre à l'extérieur, puis que les deux chiens sont constamment chacun de leur côté de la clôture, bien dans cette situation-là, vous ne serez probablement pas capable de faire le rappel parce qu'il est trop près de la distraction et la distraction est trop intense. Donc, ce qui m'amène aussi à vous parler des différentes, justement, des différentes intensités de distraction. Rappelez votre chien alors qu'il voit un de ses congénères dans une situation quasiment improbable d'approche, parce que l'autre chien est très loin sur son terrain, couché, relax. Il n'en fait pas de cas de votre chien, versus un chien en liberté qui fonce tout droit vers votre chien. OK? Oui, on prend ici la distraction. Mais la distraction, c'est un autre chien, mais le contexte est tout à fait différent. L'intention de la distraction ne sera pas non plus la même. OK? On ne parlera pas non plus d'une distraction inerte, d'une odeur au sol. OK?
Et encore une fois, les odeurs, selon le type de chien, selon la race, selon l'individu, ne viendront pas chercher les mêmes motivations chez votre chien. Ensuite, un nouvel environnement. On a tendance à croire que parce qu'on est rendu dans un entraînement en longe, à l'extérieur, dans, par exemple, une cour d'école, donc une cour en pavé, clôturée, que, par exemple, ça va bien aller si on arrive sur un terrain boisé clôturé ou dans un parc à chiens vide. Mais en fait, c'est complètement faux parce que l'environnement comme tel est nouveau et les odeurs sont toutes à reprendre à zéro. OK? Même en début d'entraînement, si vous êtes avec un chien débutant ou que vous débutez, ce qui est super important et ce qui est une des erreurs, encore une fois, très, très, très fréquentes, c'est de croire que le chien, parce qu'il fonctionne bien dans X milieu, fonctionnera bien dans Y milieu. De mon côté, j'ai toujours tendance, quand je commence à faire des entraînements pour le rappel, de saturer mon chien à l'environnement. Donc, je ne vais pas, par exemple, prendre mon chien, le débarquer de la voiture, le mettre dans l'environnement et commencer l'entraînement. Ça va être éventuellement quelque chose qu'on veut venir ajouter à notre plan d'entraînement, mais plus vers la fin. Donc, d'être dans des milieux nouveaux et de travailler avec la nouveauté sans nécessairement devoir, je veux dire, perdre du temps, là, mais pour lui, c'est plus de prendre le temps de faire la saturation, donc de prendre toutes les odeurs. Au tout début, prenez le temps de laisser votre chien tout se saturer de toutes les odeurs qu'il va avoir dans l'environnement, des bruits potentiels se dégourdir et vraiment prendre les informations dans cet environnement-là. Ensuite, vous pourrez commencer à pratiquer un rappel parce que sinon, si votre chien ne peut pas y aller, mais malheureusement, ça va vraiment lui créer potentiellement de la frustration. Il ne sera pas capable de venir vers vous, vous allez créer des échecs. Et là, lui, dans ce contexte-là, ça ne fait que pas fonctionner. Donc, même si on essaie de faire le bruit de rappel, on sort les récompenses, on lui montre, lui, présentement, sa motivation, c'est pas le poulet. OK? C'est d'aller faire le tour de l'environnement. On a aussi tout ce qui a trait l'état émotionnel de votre chien, son état d'éveil. Donc, à quel point votre chien est excité. Est-ce que c'est la seule sortie de la semaine qu'il fait et qu'on l'apporte dans un endroit où il va avoir beaucoup de stimulation? Est-ce que c'est un chien qui, au contraire, est très relax, potentiellement pâteau, donc on l'apporte un petit peu partout, puis il a toujours le même niveau d'énergie, assez mollo, ou on arrive dans des endroits avec un chien super excité et que le simple fait de passer la porte pour lui est un tourbillon d'émotions, mais là, on n'aura pas les mêmes premières étapes à faire. Dans les deux cas, oui, le but est d'entraîner un rappel. Par contre, pardon, avec le chien qui est super excité de simplement passer la porte, on va avoir des étapes à faire au préalable pour être capable de lui apprendre à calmer cette intensité-là dans différents milieux avant même de lui apprendre un rappel. Parce que je suis prête à parier que si votre chien est comme ça, donc on le fait simplement passer la porte d'extérieur, puis là, vision tunnel, vous n'existez plus, on ne sait plus ce qui se passe, il ne sait plus ce qui se passe derrière la laisse, bien, de lui demander un simple assis avec une récompense dans la main, ça se peut que ce soit trop. Donc, imaginez devoir le rappeler, lui empêcher d'aller vers quelque chose qu'il veut donc bien et revenir vers vous. OK? Pratiquement impossible. Personnellement, je commence toujours à entraîner la distance en premier, simplement parce que par la suite, ça vient facile d'intégrer tout le reste. OK? Donc, quand je parle d'ajouter, de travailler sur la distance en premier, c'est que je vais travailler vraiment la distance entre moi et mon chien, mais dans des environnements relativement neutres, parce qu'éventuellement, en ajoutant de la distance, on va être capable d'ajouter naturellement des distractions. Parce que l'environnement va être des sources de distraction. Donc, plus on ajuste la distance, bien, éventuellement, en revenant vers vous, oups, ici, il pourrait avoir une potentielle distraction. Mais non, il va revenir vers vous. Donc, ça va se faire un petit peu toute seule de faire l'entraînement aussi des distractions. C'est une préférence personnelle qui, je trouve, fonctionne quand même bien présentement, toujours en s'assurant d'avoir des contextes qui sont très faible en distraction, encore une fois. On commence avec la distance. Je commence avec la distance à très faible distraction et éventuellement, je vais pouvoir revenir rajouter ça. Puis ça fait en sorte que mon chien va réussir plus facilement que de venir essayer une distraction que moi, par exemple, l'odeur d'urine au sol, moi, je pensais que c'était une distraction niveau 1 pour mon chien, mais que pour lui, peut-être qu'il est niveau 10, mais que son langage corporel laisse croire que, bon, c'est un niveau 1 parce que si, par exemple, je continue de lui parler, que je tape un petit peu des mains, il finit par décrocher et revient vers moi. Mais en liberté, alors que l'humain est loin, c'est peut-être autre chose. Ensuite, la deuxième erreur qu'on fait,
c'est de briser notre mot de rappel. J'en parle beaucoup depuis tantôt du mot de rappel. C'est que pour moi, c'est primordial d'avoir un mot, un bruit, un son, n'importe quoi, qui est vraiment unique à la commande de rappel. Parce que si vous le dites tout le temps, mais éventuellement, votre chien, puis que vous le dites tout le temps, mais que ce n'est pas pairé avec quelque chose d'ultra payant, votre chien, éventuellement, il va le prendre pour acquis, un petit peu comme moi qui vous parle là. Il n'y a aucune distraction dans ma maison, mes chiens sont dans la chambre. Puis même si là, par exemple, je vous disais le mot manger, ils vont pas en faire de cas parce que je suis en train de vous parler puis je suis en train de faire quelque chose. Tandis que si c'est un mot que vous utilisez toujours, 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 justement, il va perdre de la valeur aux yeux de votre chien. Perdre de la valeur dans un contexte de rappel, on veut éviter ça à tout prix. OK? On veut donner de la valeur à tout ce qui est attrait à revenir vers nous. Donc, répétez sans cesse la commande de rappel sans qu'elle n'ait de valeur ou sans qu'elle soit associée à une récompense. Et là, ici, quand je dis une récompense, c'est 1 million de dollars. OK? Rien en bas de ça. Le but est vraiment de s'assurer, pas d'avoir quelque chose, je ne veux pas dire quelque chose qui va compétitionner tout ce qu'il y a dans l'environnement parce que logiquement, c'est pratiquement impossible de venir compétitionner contre tout l'environnement. Par contre, on veut quelque chose qui est assez payant pour faire en sorte que dans la majeure partie de vos contextes, vous allez être capable d'avoir son attention. La première chose à faire est de faire des tests de goût. Donc, par exemple, on ne viendra pas chercher des croquettes secs qu'il y a toujours dans son bol. On va venir essayer d'utiliser des récompenses humides avec une certaine texture, quelque chose qu'il n'y a jamais, sauf dans ce contexte précis-là. Et là, je vous rassure, c'est pas parce que vous utilisez de la nourriture de table pour faire son rappel. Donc, par exemple, la nourriture d'humain, je veux dire, plus que de la nourriture de table. Donc, si vous faites chauffer des saucisses, du poulet, du bœuf, peu importe, ben, ça ne fera pas en sorte qu'il va plus demander de nourriture de table. Si dans le contexte dans lequel vous mangez, vous ne lui en donnez pas, mais dans le contexte extérieur ou dans la maison, dans un contexte d'entraînement, avec son harnais, sa longe, il ne vous demandera pas plus de nourriture de table. Donc, c'est très sécuritaire, je vous rassure. Un autre point qu'on fait, qu'on brûle notre mot de rappel, ben, c'est qu'on va venir associer le rappel, sans le vouloir, à une situation non agréable. C'est-à-dire de Fido revient, on attache Fido. OK? Attacher Fido à chaque fois qu'on lui demande de revenir, mais pour lui, la compétition, c'est quoi? Ben, c'est simplement je vais éviter de revenir vers elle parce que tout ce qu'elle me demande, c'est de venir me rattacher. Donc là, oui, on va aussi vouloir, on en parle dans nos cours sur le rappel, mais on va aussi vouloir venir faire en sorte que cette fin d'activité-là soit quelque chose de plaisant en soi. Mais notre but n'est pas de faire, de faire son mot de rappel pairer avec cette récompense en 1 million-là pour faire cesser les activités parce qu'éventuellement, on pourrait avoir une espèce de conflit motivationnel de la part du chien. Je voudrais vraiment le fromage, mais j'ai pas envie que tu me rappelles, que tu me rattaches, pardon. Donc, on va avoir un chien qui soit va revenir à mi-chemin, attendre et vous regarder, sort le fromage et on verra ce que je fais, ou simplement vous ignorer. OK? Donc, on veut pas faire ça. Ensuite, on pourrait essayer de l'associer au comportement avant d'être prêt à parier 1 000 dollars, donc 600 euros, que le chien reviendra. OK? Et ça, j'en parle souvent à mes clients quand je leur dis parfait, là, ils me disent oui, le rappel va bien, 9 sur 10. Puis là, je leur demande seriez-vous prêt à parier votre paye que dans X contexte, il reviendrait? Oh, ben là, puis c'est là qu'on se rend compte que c'est ce qu'on veut. OK? On veut vraiment parier notre paye, que notre chien va être capable de revenir dans cette situation-là. Mais pour ça, il faut être capable d'avoir un mot ultime payant. Donc, on va passer beaucoup de temps sur le conditionnement de ce mot de rappel-là. Donc, en termes on peut utiliser différents termes comme conditionnement, apprentissage, charger le mot de rappel, OK? Le but est vraiment que notre chien, un petit peu comme Pavlov, OK? Quand il entendait le bruit de la cloche, le chien se mettait à saliver avec le temps, avec les expositions, parce qu'il savait que la nourriture allait arriver, OK? Mais votre cloche, vous, ça va être votre mot de rappel, OK? Donc, on veut vraiment le même type d'émotion, le même type d'attente et d'appréhension quand il va entendre ce mot-là et qu'il se dise oh, jackpot. À ce moment-là, si je reviens vers elle, je vais avoir mon morceau de fromage. Mais à toutes les autres fois, par exemple, dans la sortie que je viens la voir, puis que je lui touche la main, par exemple, je vais être récompensée, mais peut-être pas avec mon morceau de fromage à 1 million de dollars. Ensuite, la troisième erreur, pardon, c'est l'environnement choisi. Donc,
On a besoin éventuellement dans notre entraînement d'utiliser des grands espaces pour pratiquer ce comportement-là. Euh, Par contre, souvent, sans le vouloir, on le met dans des situations vraiment dangereuses. Mais quand je dis dangereuse, c'est qu'il va y avoir des risques pour votre chien, pour les autres chiens, si par exemple vous avez un chien réactif, pour les humains, si vous avez un chien réactif envers les humains, mais aussi pour les humains qui ne font que conduire ou marcher dans la rue. OK? Parce que honnêtement, rouler, par exemple, dans ma voiture sur la route et qu'un chien passe à toute vitesse devant moi, ben, même si mon cerveau sait que ça, c'est un chien, dans ce contexte précis-là, je ne sais pas comment j'agirais. OK? Donc, le but ici est simplement de comprendre que ça peut être excessivement dangereux, que votre chien peut potentiellement causer des accidents de voiture. Malheureusement, ça existe. Oui, lui peut se faire frapper, mais la personne qui veut éviter, parce qu'elle le sait que c'est un chien, veut éviter le chien à tout prix, peut aussi faire des accidents et causer d'autres problématiques qui sont beaucoup plus grandes que le simple manque de rappel de votre chien. OK? Puis ça peut aussi être dangereux pour les animaux de la faune. Euh, Surtout dans des contextes, par exemple, où votre chien les poursuit parce que, ben, premièrement, cet animal-là dépense de l'énergie pour absolument rien, OK? Qui aurait eu besoin pour se réchauffer, pour se nourrir, pour éviter des réels prédateurs dans son réel environnement. Donc, ça peut devenir vraiment problématique. Mais aussi, ces animaux-là peuvent causer des accidents. Ces animaux-là peuvent blesser ou tuer votre chien. Donc, c'est vraiment important de comprendre aussi que les animaux de la faune, c'est pas à prendre à la légère et de se dire, ah, ils courent après des cerfs quelques fois par année. C'est excessivement dangereux. Euh, on va aussi vouloir pratiquer les premières étapes du rappel en longe, euh, puis ensuite de confronter notre rappel et notre chien à différentes situations. On va, à chaque fois qu'on va changer d'environnement, OK, ou qu'on va augmenter la difficulté, que ce soit par les distractions, la distance, pardon, ou la durée. Et là, quand je parle de la durée, ça fait combien de temps que je n'ai pas rappelé mon chien? Ça fait combien de temps que mon chien prend les informations dans cet environnement-là? Ça fait combien de temps que mon chien est en train de renifler l'odeur de l'autre chien au sol? Parce que s'il vient juste de se mettre la truffe sur cette odeur-là, ben mes chances sont vraiment moindres qu'il revienne vers moi au moment où je le rappelle que si je le vois au loin, je sais que ce qu'il fait, c'est de prendre l'odeur et qu'à un moment donné, on voit sa queue qui rebaisse un petit peu et que là, on fait notre rappel. Là, on est en train de se mettre dans des situations de réussite. Et c'est ce qu'on veut pour le rappel, c'est de le mettre dans le plus de situations de réussite possible. Euh, et voilà, et considérer la direction ainsi que la durée, j'en ai parlé. On veut voir quand vous allez changer d'environnement. Je reprends l'exemple de la cour d'école, clôturée sur du pavé. OK? Très peu de distractions, du moins euh, très peu de distractions que vous ne voyez pas. OK? Euh, Est-ce que quand vous faites cet exercice-là, de laisser votre chien se promener, prendre les odeurs dans un endroit clôturé, est-ce qu'il va revenir vers vous après un certain moment où votre chien est encore une fois vision tunnel? Tant que je suis en liberté, même si c'est un environnement connu, je vais continuellement me déplacer, rechercher des odeurs, rechercher des stimulations visuelles. Est-ce que votre chien sait que vous êtes là? OK? Ça, le fait que votre chien sait que vous êtes là ou non, OK? Moi, j'appelle ça des check-ins. Est-ce qu'il vient vous revoir une fois de temps en temps et dire OK, t'es encore là? Cool, je repars. OK? Si votre chien ne fait pas ça, va falloir commencer à entraîner ça. Comment on fait? Super simple. On le met en longe, on sort dans un environnement qu'il connaît, mais qu'il connaît, qu'il maîtrise. Votre jardin arrière. OK? Oui, il y a des distractions, mais là, on est vraiment très, 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 très peu démonstratif. On fait juste attendre. Puis au moment où votre chien fait comme bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Vient vous voir en voulant dire OK, humain qui vient chercher votre attention, on marque et on récompense vraiment très généreusement. Ça va faire en sorte. On a des vidéos aussi sur YouTube qui démontrent ces exercices-là sur notre chaîne pour vraiment faire en sorte que votre chien, ah, quand je viens de voir, j'ai quelque chose. Cette personne-là est potentiellement un pourvoyeur. Il peut m'apporter de la nourriture et des soins quand je suis dans un autre environnement que simplement ma maison. Donc, on va commencer par ça. Parce que si vous n'avez même pas de check-in, donc si votre chien ne sait même pas que vous êtes là, il ne veut même pas venir vous voir quand vous êtes dans un environnement peu stimulant, imaginez lâcher quelque chose qui le motive réellement pour revenir vers vous. On n'est pas là. On est à des lunes de là. On pourrait aussi entraîner ce qu'on appelle le prémac. On a un cours complet là-dessus. Euh, et qui est actuellement en promotion, mais qui permettrait à votre chien d'avoir confiance en vous en termes de
de comportement. Je vous explique, OK? J'ai mis ici un petit brocoli parce que le prémac, c'est la règle de grand-mère. Mange tes brocolis, puis tu vas avoir accès à ton dessert. OK? Si tu ne manges pas tes brocolis, tu n'auras pas de dessert. Donc, la seule façon d'accéder à ton dessert, c'est de manger tes brocolis. Grosso modo, ce que ça nous dit, c'est que le chien va faire son comportement moins préféré pour avoir accès à son comportement préféré, manger son dessert. Ce qu'on pourrait voir ici, ça serait de dire à notre chien, je te rappelle, le chien revient vers nous. Et à ce moment-là, une fois qu'on le rappelle, on détache sa laisse et il peut, par exemple, parce que l'écureuil est monté dans l'arbre, pour chasser l'écureuil. OK? Mais pour ça, c'est deux comportements. Donc, on a le comportement à faible probabilité, celui qui revient vers vous, versus le comportement à très, très haute probabilité, qui est de pourchasser l'écureuil. Mais dans ces situations-là, on peut rappeler notre chien, il revient vers nous, parce que, par exemple, notre chien est en longe. On rappelle notre chien, il est arrivé au bout de sa longe. Il revient vers nous, on le maintient, on attend que l'écureuil soit très loin. Et en toute sécurité, on peut détacher la laisse, puis on lui dit OK. Donc, à ce moment-là, votre chien peut Wow! Quand mon humain m'appelle, j'ai accès à ça. OK? Ça peut être des odeurs. Vous pouvez le faire aussi avec des odeurs. Donc, on attend que notre chien nous regarde avant de pouvoir aller renifler, par exemple, une odeur d'urine, une borne fontaine, un poteau. OK? Donc, ça, c'est toutes des situations dans lesquelles vous pouvez apprendre le prémac à votre chien. Encore une fois, on a un cours complet là-dessus qui aide énormément pour le rappel. Une autre erreur classique et courante est de lui faire confiance trop rapidement. OK? Euh, Si vous avez un jeune chiot, OK, qui vient d'arriver, ça fait pas très longtemps, je vous garantis que très faibles sont les chances que vous ou la malchance, que vous le perdiez. OK? Parce que le chiot, pour survivre, va avoir besoin d'être dans certaines situations et il a appris à connaître son humain, puis il va vouloir suivre naturellement l'humain ou l'autre chien. OK? Souvent, c'est des comportements qui sont naturels chez les chiots. Donc, les chiots vont vouloir suivre certaines figures d'attachement, surtout si c'est un chiot qui est bien dans ses pattes, belle socialisation. Par contre, il va arriver l'adolescence. À l'adolescence, les chiots commencent à avoir beaucoup plus confiance en eux et deviennent, je vais dire, de véritables chiens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans l'adolescence que l'intérêt de la nouveauté va arriver. L'intérêt et l'activation, je vais dire, là, des patrons moteurs. Donc, la raison pour laquelle a été créé votre chien vers l'adolescence, c'est là vraiment que ça va entrer en jeu, qui va se rendre compte à quel point ça peut être renforçant de faire X, Y comportement. Mais c'est aussi dans ce moment-là que votre chien va prendre des risques. Prendre des risques qui ne sont pas nécessairement utiles pour sa survie, mais ultra nécessaires à son développement. Et la diminution de la motivation à obéir. Pourquoi? Parce que toute l'activation de ces patrons moteurs-là, le fait qu'il prend de plus en plus confiance et conscience de son environnement, mais va faire en sorte qu'il va avoir de moins en moins de volonté de vous écouter parce que regardez tout l'environnement et le monde dans lequel on vit. On pourrait aussi avoir un manque de pratique. Donc, votre chien, je dirais plus vous, vous êtes par exemple en train de jouer au casino. Ah, je vais essayer de faire son bruit de rappel parce que potentiellement, il va revenir. Donc là, vous êtes en train d'essayer des choses. Vous êtes en train de jouer à la machine à sous en espérant que peut-être que ça va payer. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est que votre chien comprenne que quand vous faites tel bruit, il reçoit telle chose à 1 million de dollars. Donc, on ne veut pas jouer au casino. Parce que si vous jouez au casino, ça fait en sorte que vous ne pourrez jamais avoir un rappel qui est fiable à 100%. Parce que même si vous avez gagné 3 fois le gros lot au casino, aucune statistique. En fait, les statistiques doivent être relativement faibles pour vous dire que vous allez pouvoir regagner dans le futur, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de preuve tangible qui va vous dire oui, 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 continuez, vous allez pouvoir gagner le gros lot. Encore. OK? Et parfois, ce que nous, on fait, c'est qu'on n'entraîne pas jusqu'au critère final. On se dit, dans la cour d'école, sans longe, ça va super bien. Même s'il voit des gens au loin, à l'extérieur de la cour d'école, il revient quand je le rappelle. Donc, on va aller dans un boisé avec plein d'animaux de la faune, je le détache sans réchauffement préalable et j'espère qu'il reviendra. OK? On a tendance à monter les marches beaucoup trop rapidement pour le niveau de notre chien. Ensuite, l'absence de généralisation.
Ça vient un petit peu avec le fait de monter nos marches trop rapidement. Ben, c'est que le chien ne va pas appliquer automatiquement le comportement dans un contexte d'un autre contexte. Donc, c'est pas parce que dans la cour d'école, ça va bien que votre chien va comprendre naturellement que dans le boisé, c'est la même chose. C'est sûr qu'après 1 heure de marche en liberté dans le bois, peut-être que si vous faites votre bruit de rappel, votre chien va avoir tendance à revenir plus facilement parce qu'il est fatigué, parce qu'il a déjà pris beaucoup d'odeurs, parce qu'il a déjà fait beaucoup de choses qui le rendaient très heureux, mais on ne peut pas mettre notre main au feu que ce sera le cas. La généralisation n'est jamais spontanée. Le chien est un être qui ne généralise pas dans un contexte d'entraînement. Si, par exemple, votre chien vit une situation très stressante, là, oui, OK, on ne parle pas nécessairement des mêmes choses parce que l'évolution fait en sorte que l'individu ne veut pas se ramasser dans le même environnement qui lui a potentiellement coûté la vie. Donc, ça, c'est des apprentissages qui se font seuls, mais dans un contexte de rappel, la généralisation ne sera pas spontanée. Chaque nouveau lieu est un nouveau niveau d'apprentissage. On doit recommencer, rendre ça plus facile, potentiellement diminuer la distance entre vous et votre chien, potentiellement lui le garder en longe un petit peu, le faire saturer des odeurs dans l'environnement. Bref, c'est de rendre ça le plus facile possible au départ. Aucune valeur émotionnelle. Donc, ce que je veux dire par là, ça serait vraiment un manque dans l'apprentissage et dans l'apprentissage du mot de rappel ou tout simplement le fait de revenir vers son humain qui est payant, qui peut être vraiment plaisant. Donc, on pourrait avoir des récompenses qui sont trop faibles pour le chien. Donc, par exemple, essayer d'entraîner un rappel avec des croquettes qu'il a à tous les matins, à tous les soirs dans sa gamelle. Ça ne sera pas nécessairement la chose qui serait recommandée. Je dis pas que pour certains chiens, ça ne fonctionnerait pas parce que certains types de chiens vont être excessivement gourmands. Mais même dans ces contextes-là, j'utilise des récompenses de très haute valeur parce que je veux être capable de parier ma main au feu que le chien va revenir pour des questions de sécurité. OK? Donc, même si j'ai un labrador chocolat, je vais quand même utiliser du poulet ou du fromage. OK? Euh, le contexte. Est-ce que quand on appelle notre chien, on est comme ça, Fido vient, ou on est vraiment génial, on lui parle, on tape des mains, on est heureux de le voir, puis on a hâte qu'il revienne vers nous. OK? Parce que si vous êtes là, puis vous êtes un peu fâché parce qu'il vient de fuguer, il vient de faire un petit 500 mètres dans la rue, vous avez eu très peur, vous l'appelez, vous êtes fâché, votre chien va être capable de voir ça et potentiellement ne reviendra pas vers vous. OK? Surtout si vous n'avez pas entraîné le rappel au préalable dans d'autres contextes. Si, par exemple, les récompenses ne sont pas adaptées à l'état d'excitation du moment. Encore une fois, peut-être que votre labrador chocolat adore ses croquettes et va vouloir les prendre dans un contexte d'entraînement dans la maison. Assis, il prend sa croquette, il est content et il recommence de faire ces comportements-là. Par contre, si vous prenez votre labrador, puis vous allez au pourtour d'un lac pour commencer à faire des entraînements pour lui apprendre à décrocher et de pas nécessairement aller se baigner dans chaque marre d'eau qu'il voit. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, la croquette, selon moi, ne sera pas suffisante. OK? On va vouloir augmenter la valeur. Donc, moi, je ne perds pas nécessairement mon temps avec l'utilisation de tel contexte, je pourrais utiliser une gâterie, une récompense qui est plus comme moyenne valeur. Non. Moi, de mon côté, j'utilise toujours la récompense à 1 million dès le départ. Donc, comme ça, on fait fi de tous les ajustements potentiels par rapport à ça. Je vois vraiment. Le pire qui peut arriver, c'est que votre chien apprenne son rappel plus rapidement, tout simplement. Il n'y aura pas d'effet néfaste à ça, pas du tout. Et ensuite, la septième erreur est un manque de constance. Le rappel, c'est un comportement qui doit être entraîné régulièrement, sinon il va perdre en fiabilité. Mais là, ce que je veux dire dans entraîner régulièrement, c'est pas de dire, bon, aujourd'hui, il est 12h30, donc je vais entraîner le rappel à tous les jours. Parce que votre chien, fortes sont les chances qu'il vous écoute tous les jours à 12h30 parce que ce sont des êtres qui sont ultra capables de comprendre les antécédents, les environnements et tout ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'entraîner dans le plus de contextes différents possibles avec différents niveaux de difficulté. Donc, quand vous commencez l'entraînement du rappel, c'est important, quitte à laisser tomber tous les autres entraînements en parallèle, mais de mettre votre temps sur le rappel. OK? Comme ça, c'est plus facile peut-être pour vous aussi de ne pas vous mêler dans les exercices et d'être vraiment concentré sur les critères que votre chien doit réussir pour en arriver là. Parce qu'on est humain,
Parfois, on va oublier de renforcer notre chien. On va l'appeler, il revient vers nous. Oui, bon chien, on continue de marcher. Ah, bouette, j'ai oublié de lui donner son morceau de fromage, son morceau de poulet. Parfois, on va renforcer une fois sur 10, donc on ne se rendra pas nécessairement compte que notre chien est encore en phase d'apprentissage. Puis on va se dire, ah, ça fait 2 jours que ça va bien, donc on va pouvoir diminuer les récompenses. Non, si vous diminuez les récompenses trop rapidement, le comportement va diminuer aussi rapidement. OK? Parfois, on va laisser les échecs s'accumuler pour différentes raisons. Est-ce que c'est volontaire, involontaire? Est-ce qu'on a juste plus envie de travailler le rappel de notre chien? Est-ce qu'on ne le voit pas? Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Nous, en tant qu'entraîneurs, on va chez les gens, on demande d'entraîner le rappel, on dit à la personne, ne répétez pas votre mot de rappel, c'est important. Puis là, la personne le répète 3, 4, 5 fois. Donc, ça, c'est toutes des erreurs qui peuvent être évitées si vous êtes bien entouré, OK, d'entraîneurs compétents. Euh, Est-ce qu'on le met toujours dans les mêmes situations d'échec sans être capable d'avoir la rétroaction pour savoir que, ah, ben oui, dans le fond, c'est vrai, il y a tellement trop de distractions dans ce contexte-ci que je devrais retourner à telle étape. On pourrait aussi avoir des humains qui changent la valeur de la récompense sans le prévoir. On ne sait pas si le chien va aimer ça, mais présentement, ces récompenses-là, à la boutique pour animaux, étaient en spécial. Donc, je vais les acheter et voir à quel point ça fonctionne pour mon chien. Mais dans un contexte de rappel, je ne vous le recommande pas. Vraiment, toujours d'aller avec la récompense la plus payante pour vraiment vous assurer de ne pas perdre votre temps avec des ajustements qui auraient pu simplement être prévenus dès le départ. Donc, on va mettre en place un exercice dès maintenant. Si vous voulez la faire en même temps que moi, je vous recommande de le faire. Je vais vous l'expliquer, puis ensuite, je vais aller chercher mon chien pour le faire avec vous. Donc, ça va être le jeu du ping-pong. OK? La première étape va être d'attacher notre chien. Moi, Grizzly est en harnais et je vais avoir une laisse. Là, pour les besoins de la cause, je suis dans la maison, c'est pas très grand, donc la laisse n'est pas très grande non plus, mais éventuellement, vous pourrez le faire dans un environnement connu en longe, par exemple. Donc, vraiment, si vous voulez le faire avec moi, faites-le plus en harnais qu'en collier parce que si votre chien court après la récompense, il pourrait se blesser. Donc, on va lancer une récompense de plus faible valeur. Ça, c'est mon petit truc. Je vais utiliser ces croquettes que je vais lancer en direction inverse de moi. Grizzly étant Grizzly, va vouloir aller la chercher pour la manger. Au moment où notre chien, par exemple, s'éloigne de nous, on va vouloir le rappeler. Vous allez voir, mon mot de rappel est très prenant. Je crie son nom très fort, OK? À ce moment-là, il va peut-être, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc je suis contente de le faire avec lui. Il va potentiellement revenir tout de suite vers moi ou stopper là et regarder la récompense parce qu'elle est là devant lui puis il voudrait l'atteindre. Ce qu'on fait dans ce contexte-là, deux possibilités. Soit qu'on raccourcit la laisse et qu'on vient avec une récompense plus haute valeur, lui mettre au niveau du museau pour détourner son attention et le ramener vers nous. Ou bien, on peut simplement attendre, mais les 1, mais les 2, mais les 3, mais jamais on va répéter son mot de rappel. OK? Jamais, jamais, jamais. On peut le laisser réfléchir sur ce qu'il fait, mais encore une fois, si après 3 secondes, généralement, le chien n'a pas décroché, on ne va pas tirer sur la laisse, on ne va pas lui parler plus, on va simplement diriger le museau de notre chien vers nous. Si on voit qu'il est déchiré entre les deux, que j'irai chercher la croquette, mais ou que je voudrais revenir vers toi, là, je vais l'encourager. Allez, viens! Puis on peut se tourner un petit peu pour faire fi qu'on quitte, donc il va vouloir nous suivre. Dès qu'il va arriver à moi, je vais le marquer d'un yes et je vais récompenser au sol plutôt que de lui donner directement dans ma main parce que dans un contexte extérieur, ça va faire en sorte que votre chien va chercher au sol et là, le fait de chercher, renifler, peut-être trouver la récompense, c'est tous des petits liens, des petits liens pardon, de dopamine que votre chien peut faire parce que la recherche de quelque chose dans l'environnement, pour un chien, c'est naturellement payant. Donc, il revient vers vous, yes, nourriture au sol. Ah, puis là, il va se mettre à chercher. Si votre chien, par exemple, a des enjeux peut-être plus d'embonpoint, ce que je vous recommande de faire, c'est de couper les récompenses en très petits morceaux. Au départ, vous pouvez les laisser plus grosses, là, évidemment, mais les couper en plus petits morceaux et les mettre en plus grande quantité au sol. Donc, il y en a plus, mais elles sont plus petites. Donc, le chien doit chercher un petit peu plus. Ensuite, on va faire la même chose, marquer d'un yes, puis lancer la récompense plus loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le chien va venir vers nous, yes, et on va lancer la récompense un petit peu derrière nous. Pourquoi? Parce qu'un rappel, c'est le fait de revenir vers son humain. Combien de chiens on voit faire la moitié du chemin, arrêtez là? Est-ce que mon humain va me donner quelque chose ou non? OK? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de faire en sorte que le chien revienne vers nous et qu'il reste proche et que même en restant proche, quitte à ce qu'il s'éloigne. Donc, il s'éloigne encore plus de la distraction du départ. Et là, on récompense généreusement.
Et ainsi de suite. On va varier la direction, la distance dans laquelle on va faire la récompense et tout ça. Pour le besoin de la cause aujourd'hui, on ne fera pas toutes ces étapes-là. Je vais vous montrer la première, deuxième étape et vous allez pouvoir voir ensuite qu'est-ce qui vous rejoint le plus. Euh, donc, les splits possibles, si votre chien c'est très difficile, on peut augmenter l'intérêt du chien. Donc, augmenter une récompense au sol, ajouter une récompense au sol proche de nous à pratiquer dans différents environnements à l'aide d'une longe. Parce que si vous lancez votre récompense, votre chien va simplement partir, aller chercher la récompense et revenir vers vous. Donc là, il a été récompensé 2 fois. OK? Donc, je ferme ma caméra le temps d'installer tout ça. Ça va prendre un petit 2 minutes et on y va. Génial. Donc, je vais peut-être vous mettre au sol. Je vais revenir parler avec vous tout de suite après. Je ne vais pas faire d'explication pendant la présentation, mais je vais laisser le son pour que vous entendiez le moment où je fais le bruit de rappel. Dans mes mains, et ce que je vais lancer, c'est des croquettes. Vraiment, oups, très de base. Et dans ma pochette, j'ai des morceaux de bœuf jerky. Bien. Donc, comme vous avez pu voir, au départ, même si ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas pratiqué, il savait très bien que si j'allais vers la récompense, la nourriture au sol, mon humaine allait me donner quelque chose de beaucoup plus payant. Donc, il a simplement pas pris d'initiative et il est revenu vers son humaine. C'est quand même plaisant de voir ça pour moi parce que je me dis que j'ai fait un bon entraînement avec lui. Par contre, c'est ce qui fait aussi en sorte qu'on doit s'ajuster au chien qu'on a devant nous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai présenté les mêmes croquettes en le narguant un petit peu. Donc, je lui présentais au niveau du museau, il les voulait, je les lance au sol. Donc, il les voit et Grizzly a énormément de prédation. Donc, le fait de les voir au sol, il allait dans cette direction-là. Ce qui n'a pas aidé dans l'exercice, c'est aussi que le plancher est très glissant ici. Donc, il n'aura pas tendance à vouloir courir longtemps. Il va simplement stopper et revenir vers moi. Pardon. Mais sinon, c'est vraiment le concept du jeu ping-pong. Moi, je vous recommande de le faire au départ, quelques répétitions en laisse, en longe, mais éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est simplement lancer une récompense, une croquette, laisser votre chien aller la chercher, puis au moment où il a fini sa consommation, rappelez-le en vous dirigeant vers une autre direction.
Donc, par exemple, on lance la récompense, le chien part, va la manger, il a fini sa consommation, grizzly, et vous dirigez vers l'autre direction. Donc là, votre chien va revenir vers vous. Ça, vous pouvez le faire en liberté dans un environnement contrôlé, jardin arrière, maison. Ça va aussi vous aider à charger, pardon, son mot de rappel. Donc, faire en sorte que, oh, grizzly, super fort, c'est ça qui m'offre la récompense à 1 million. D'autres façons d'augmenter la difficulté si votre chien est vraiment très bon. Puis tant mieux, si vous devez augmenter la difficulté parce que votre chien est très intéressé par vous, c'est de lancer, au lieu de lancer les croquettes, c'est de lancer la récompense à 1 million. OK? Donc là, il va devoir décrocher de cette odeur-là pour revenir vers vous. OK? C'est très, très, très odorant. Donc, je vais juste les mettre ici. Donc, avant de faire le tirage de la personne gagnante pour avoir été présente avec nous aujourd'hui et remporter son prix, je vais vous expliquer pourquoi apprendre à votre chien à revenir à votre appel dès maintenant est primordial. Ben, tout simplement, la raison la plus simple, c'est améliorer sa qualité de vie. OK? Mais à vous, mais aussi à votre chien. OK? Parce qu'un chien a besoin d'évoluer, de regarder son environnement, d'explorer, chercher des odeurs, faire des comportements de chien. Donc, plus que vous allez pouvoir offrir de la liberté à votre chien, selon évidemment les normes de votre région, de votre ville, de votre pays, tout ça, et les endroits choisis, c'est vraiment la plus belle chose que vous pouvez offrir à un chien. OK? Sa liberté lui permettre de faire des comportements de chien. Mais pour vous aussi, donc de ne pas toujours avoir un stress quand, par exemple, vous êtes dans des environnements où il y a potentiellement des distractions, honnêtement, ça vaut très cher, OK? D'avoir la paix d'esprit, d'être en mesure de laisser notre chien en liberté. Plus votre chien s'exerce à fuguer, plus il va le refaire. Mais l'inverse est aussi vrai. Donc, plus votre chien apprend que revenir vers vous, c'est payant, plus qu'il va le refaire, OK? Parce que j'exprime souvent cette image-là comme une banque, OK? On met des sous dans notre banque de retour vers nous. Donc, c'est sûr que plus qu'elle est pleine, ben, plus qu'on est riche en retour vers nous. Mais plus que votre chien se pratique à fuguer, mais plus que pour lui, il sait là, que dépasser la clôture, il y a un monde complet incroyable d'odeurs qu'il n'a jamais senti et qui varie à tous les jours. OK? Donc, on veut éviter ça à tout prix. Encore une fois, éviter les accidents, les bagarres, les voitures, les chiens blessés, les animaux de la faune, encore une fois. Donc, c'est honnêtement, là, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre chien et à vous, c'est de lui apprendre un rappel efficace. Puis c'est jamais trop tard trop tôt pour débuter. Jamais trop tard non plus. C'est juste que parfois, on doit mettre un peu plus de temps, d'énergie et de recherche en termes d'adaptation du chien qu'on a devant nous. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Mais si vous êtes bien entouré, bien encadré par des intervenants qui sont assez allumés sur les différents types de chiens et tout ça, mais vous allez être en mesure de trouver des très, très, très belles solutions. Voilà. Donc, avant de répondre à vos questions, nos meilleurs cours pour améliorer le rappel sont la trousse. Et je vais nommer la personne gagnante aussi dans les prochaines secondes. Donc, notre trousse complète, promenade zen et rappel extrême. On voit dedans tout ce qui est marche en laisse aussi. Donc, si c'est un enjeu pour votre chien, souvent, c'est des enjeux qui viennent ensemble parce qu'un chien qui ne revient pas vers son humain ne voudra pas marcher proche de son humain. Il va vouloir chercher toujours dans l'environnement le plus possible. Euh, donc, la trousse, c'est vraiment le meilleur cours pour ça. Vous avez des sessions de coaching en direct avec des intervenantes. Vous pouvez poser vos questions en direct. Ça inclut 3 cours. Donc, c'est d'une valeur de plus de 1 000 $ là, comme je vous mentionnais tout à l'heure. On a aussi notre cours Rappel Express 3.0 qui voit des techniques qu'on a vues aujourd'hui, mais beaucoup plus poussées. Il y a beaucoup plus d'exercices pratiques aussi. Le but était vraiment de donner le plus possible d'exercices aux propriétaires pour qu'ils puissent pratiquer à la maison. Le cours Rappel Express est inclus dans la trousse. Et le séminaire outil essentiel, l'autocontrôle, marche en laisse, rappel chez le chien prédateur. Donc, si c'est des enjeux que vous avez avec votre chien qui a énormément de prédation, ça vaut la peine de prendre ce cours-là. Je vous ai mis aussi le lien ici pour la roue de fortune, parce qu'à tous les jours, jusqu'au 9 janvier, vous pouvez accéder aux roues de fortune qui vous permettent d'économiser jusqu'à 70 % d'économie sur les cours sélectionnés. Donc, les cours du jour sélectionnés, ça vaut la peine. Vous allez tourner la roue.
Et c'est sûr que vous allez pouvoir économiser. De toute façon, en tournant la roue, vous allez voir si, par exemple, vous ne prenez pas la roue aujourd'hui, vous pouvez la prendre demain, mais vous pouvez toutes les prendre si vous voulez. Donc, vous avez une possibilité à chaque jour d'économiser sur des cours qui vont vous aider avec votre chien. Donc, je prends une personne au hasard parmi la liste des participants. Donc, nous avons Jennifer Cougnet. Donc, je ne sais pas, Jennifer Cougnet, si simplement nous écrire dans le chat ou nous envoyer un message au info en commercial évolution. Oups, non, je pense que c'est demain de maître. Bon, génial! Jennifer est là. Donc, félicitations, Jennifer. Simplement nous écrire en privé, puis on pourra te donner accès à la trousse. Je vous parle aussi rapidement avant de répondre à vos questions de nos programmes certifiants. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire au info à commercial-évolutioncanine.ca. On a 2 programmes pour les futurs intervenants en comportement, futurs entraîneurs ou ceux qui pratiquent déjà. PPCC est pour ceux vraiment qui font déjà de l'entraînement canin. Donc, c'est un programme de perfectionnement en coaching qui permet aux gens de solidifier les acquis en tant qu'éducateur canin. Donc, c'est vraiment sur plusieurs modules. Il y a du marketing, l'optimisation, lancement d'entreprise, mais aussi comment optimiser vos cours de groupe et vos techniques. Tandis que ECP, c'est un programme pour devenir entraîneur canin professionnel ou pour ceux qui le sont déjà, mais qui veulent se mettre à jour sur certaines méthodes, certaines idéologies. C'est des modules qui sont vraiment plus axés directement sur offrir des cours en tant que professionnel. Donc, c'est 50 heures de cours sur 10 semaines. Dans tous les cas, vous avez accès à vie au programme ainsi qu'à ses mises à jour. Donc, les inscriptions, vous pouvez simplement nous écrire là, si vous êtes intéressé à passer au niveau supérieur. Il y a aussi des événements qui s'en viennent, donc on va avoir, si vous êtes au Québec, mais surtout quand même plus près de Shawinigan, ou si vous avez tout simplement une voiture et souhaitez vous déplacer à notre centre canin à Shawinigan, Simone Raffa donne une conférence, en fait 2 jours de conférence, l'école du chiot. C'est des formations pratiques pour professionnels du domaine canin seulement. Donc, pour les cas plus difficiles, comment bien accompagner un chiot, comment s'assurer d'offrir des cours ou des consultations en lien avec les chiots qui vont être optimales. Comment motiver les clients à faire les exercices. Ça aussi, c'est un gros plus. Et si vous êtes en Europe, Simone se déplace au mois de mars chez vous. Vous allez pouvoir économiser 50 € jusqu'au 7 février sur votre inscription pour, par exemple, utiliser le jeu en entraînement et comment modifier les comportements, les cas complexes chez les chiens à l'aide de formations pratiques sur le terrain avec des chiens, avec Simone qui va vous démontrer des choses directement. Et vous allez pouvoir poser évidemment vos questions en direct. Donc, je vais dans le chat prendre quelques questions parce qu'on a déjà dépassé légèrement notre temps et je veux vous libérer étant donné qu'on est dans le temps des fêtes. OK, on y va. Si je n'ai pas remonté suffisamment haut, simplement reposer votre question. Peut-être que je ne l'ai simplement pas vue. Donc, on a Annie qui pose la question. Si mon chien brise son rappel une fois, est-ce que mon mot de rappel est automatiquement scrap, donc brisé? Et si je dois le conditionner, un autre mot? Moi, je n'ai pas tendance à le briser ou à le lancer aux poubelles. Tout simplement, ce que je me dis, et ça, c'est mon expérience personnelle. Je prends une photo dans ma tête du contexte dans lequel mon chien a échoué et je vais le minimiser le plus possible et je vais l'entraîner pour qu'il réussisse minimum 10 fois de suite dans le même contexte. Mais ça, c'est ma technique, c'est ce que je recommande à mes clients. Donc, de prendre une photo dans leur tête de, bon, c'était quoi le contexte qui a fait en sorte que mon chien n'est pas revenu? Est-ce que la distraction était trop présente? Est-ce que ma récompense n'était pas suffisante? Est-ce que ça faisait trop longtemps qu'il n'était pas sorti dans tel contexte? Bref, vraiment tout décortiquer ça et ensuite savoir sur quel point on peut aller jouer pour ajuster la facilité de l'entraînement et reprendre l'entraînement pour 10 réussites de suite dans le même contexte. J'ai entendu le conseil d'avoir un autre mot de rappel si on n'est pas sûr à 100% que notre chien va revenir, afin d'avoir un moyen de rappeler sans perdre le risque de briser notre mot de rappel quand notre chien ne revient pas. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, ça dépend à quel point vous dites j'ai brisé mon mot de rappel. OK? Si ça fait 3 ans que vous l'utilisez et que votre chien ne revient pas, moi, j'aurais tendance à changer. Euh, Quand on dit changer, ça peut être tout simplement passer de Grizzly vient
à moi qui crie comme tantôt. Cri, cri, super intensément. OK? L'intonation, les chansons. J'ai un de mes chiens qui, son bruit de rappel, c'est son nom, mais que je chante son nom. OK? Donc, au lieu de dire simplement Flox, viens, je vais chanter Flox. OK, mais là, il est dans la pièce derrière, donc je ne vais pas le faire trop fort, il va pleurer fort. Donc, je vais le dire comme en deux temps, OK? Mais ça fait en sorte qu'il revient à tout coup. Florence pose une très bonne question. S'il ne prend plus les récompenses, même si ce n'est pas acquis, changer de récompense la prochaine fois et juste féliciter cette fois. Personnellement, je me poserais la question, qu'est-ce qui fait en sorte que le chien ne prend pas la récompense? Est-ce que c'est la valeur de la récompense qui n'est pas suffisante ou est-ce que c'est l'état émotionnel dans lequel mon chien est qui est beaucoup trop élevé? Parce que là, ici, même si on augmente la valeur de la récompense, le chien ne mangera pas. OK? D'ailleurs, on a une formation complète sur les chiens qui ne sont pas motivés en entraînement. Et étant donné qu'on a aussi les rabais du Boxing Day, les économies du Boxing Day, ben, vous allez pouvoir économiser sur cette formation-là aussi. Donc, moi, tout ce que je ferais, c'est que je féliciterais cette fois-ci et je me dirais pourquoi mon chien n'a pas pris la nourriture. Est-ce que c'est simplement par manque d'intérêt ou c'est parce que c'était trop difficile à l'extérieur et d'ajuster selon? OK. Ellie dit, si on pratique plusieurs mots de rappel à des fins différentes, est-ce que le chien associera les deux actions? Par exemple, un, revient, deux, s'assoit. Exemple, au pied pour qu'elle revienne s'asseoir à côté de nous. Ou on est mieux de faire le mot de rappel et la commande est apprise. Disons son nom et au pied. OK, je pense que je comprends ta question, Ellie. Moi, de mon côté, ce que j'ai tendance à faire, c'est vraiment d'apprendre à mes chiens, parce que j'ai une maison multi-chiens. Donc, le rappel, le chien revient vers moi et j'attends qu'il s'assoie pour le récompenser. Mais quand je dis j'attends qu'il s'assoie, là, je ne suis pas comme ça, les bras croisés, à attendre qu'il devine le comportement que je souhaite. Par exemple, tantôt, j'écris Grizzly, il revient vers moi. Au moment où je dis mon yes, je vais ressortir la récompense de ma pochette et à ce moment-là, je vais la lever naturellement vers le haut. Donc, mon chien va simplement s'asseoir parce que ça, c'est son signal assis et c'est à ce moment-là que je vais récompenser mon chien. Ce que ça permet de faire, c'est d'avoir un chien qui va revenir et s'asseoir. Donc, généralement, ces chiens-là vont avoir tendance à moins couper le chemin en deux et arrêter au milieu et faire bof. Est-ce que c'est correct ici? Non, je veux vraiment que tu te rapproches de moi parce que si c'est une situation d'urgence que je dois te rattacher rapidement ou te tenir sur le collier, je veux te récompenser adéquatement et je veux pouvoir te tenir en sécurité. C'est toutes des choses qu'on voit dans notre cours sur le rappel. Euh, OK, c'est une très bonne question. Hugues a posé une question. Que pensez-vous d'inverser les situations ou rôles? Concrètement, ce n'est pas le chien, mais le maître qui s'en va. Mise en place. Promenade avec un complice. Après un moment de promenade ou de jeu, le maître s'en va. Le chien est retenu en laisse par le comparse qu'il connaît, mais qui n'est pas son humain de référence. À une certaine distance, l'ordre de rappel, enthousiasme, le chien est libéré et court vers son maître. Joie, ensuite on reprend la balade ou le jeu. Après tant de minutes, on recommence. Au moment de l'adolescence, ça pourrait peut-être constituer un prolongement du comportement du chiot qui suit son maître. C'est pas mauvais du tout. Ça dépend de la personnalité du chien. Parce qu'il y a des chiens pour lesquels ça va créer beaucoup d'anxiété. De pas, par exemple, dépendamment encore une fois là, du contexte. Est-ce que l'humain s'en va? Mais l'humain quitte complètement et n'est plus vu par le chien. Et là, il l'entend, mais il ne le voit pas. Donc ça peut créer plus d'anxiété qu'autre chose. Par contre, l'espèce de petite frustration, puis l'espèce de petit «Oh, je veux y aller, mais je ne peux pas y aller parce que quelque chose me retient», ça peut être bon dans certains cas, dans certains types de chiens aussi. Puis, dans le cours sur le rappel, on voit aussi des exercices en prémac. Donc, je fais l'exercice, je pense que c'est avec Grizzly aussi. Je suis dans ma cour, quelqu'un tient une récompense dans ses mains. Grizzly est très gourmand. Il veut atteindre la récompense et moi, je m'éloigne et j'essaie de le rappeler. Ma personne préférée ou la récompense préférée? OK? Donc là, le chien doit faire cette espèce de chemin mental-là. Ça peut faire partie des exercices à faire définitivement. Je réponds à une dernière question. Donc, des suggestions pour des récompenses de haute valeur en contexte d'intolérance alimentaire sévère. Mon chien est à la diète hypoallergénique, pardon, stricte. Naomi propose un très bon moyen. Donc, ça paraît qu'elle a appris avec les professionnels. Donc, un jouet de haute valeur, s'il adore jouer et regarder ce jouet en contexte extérieur, pas juste accessible en tout temps, tout à fait. J'ajouterais de voir, par exemple, là, on parle hypoallergénique strict. Il va y avoir certaines protéines, par exemple, les œufs.
Par exemple, simplement prendre sa nourriture, la réchauffer dans de l'eau, mais vraiment pas longtemps, comme quelques secondes dans l'eau bouillante. Donc, ça va libérer certaines odeurs. On peut prendre la même nourriture, mais en conserve s'il l'aime, la mettre dans des petits distributeurs à shampoing quand on part en vacances. On met la nourriture ramollie à l'intérieur de ça. On peut mélanger ça avec des œufs cuits. Donc, tout ça, même si votre chien est allergique aux poules, au poulet, soit dit en passant, les œufs généralement sont très bien tolérés, dépendamment du type de chien, évidemment, et toujours de voir avec votre vétérinaire. Mais sinon, on peut regarder avec quel type de nourriture il est nourri actuellement et aller vers des protéines uniques qui sont vraiment, très peu allergènes. Donc, par exemple, on pourrait aller avec la crevette. OK? Mais vous allez au marché chercher des crevettes, vous les faites cuire et vous les utilisez. Donc, vous savez qu'ils ne sont pas mélangés avec d'autres choses et ça serait à essayer. OK? Euh, Super. Donc, c'était la dernière question. Sinon, je pense qu'on pourrait reprendre en une autre conférence de 2 heures sur le sujet, mais on a déjà fait beaucoup. euh, Ça me fait plaisir, Marc-Claude. On a toujours plein d'informations sur le rappel. On a nos formations qui sont en économie actuellement. Je vous recommande d'aller voir sur notre site Internet. Si vous avez pris les codes QR, allez voir dans les infolettres. On vous envoie toutes les informations. Et si vous avez des questions, écrivez-nous au info@commercialevolutioncanine.ca. Et sur ce, on se revoit dans le temps des fêtes pour d'autres conférences. Demain, je laisse le flambeau à ma collègue Simone et je vous souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes. Merci, bye bye.